Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le ton monte entre Washington et Moscou. La livraison d'armes américaines à Kiev irrite la Russie et fait craindre à terme la transformation de l'Ukraine en un champ de confrontation entre ces deux superpuissances. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les équilibres mondiaux, aussi bien sur le plan diplomatique, politique et économique. Et pour en parler, nous recevons l'analyste politique américain Calvin Dark. Il est en direct avec nous depuis Washington. Bonjour à vous, Calvin Dark. Bonjour. Alors, Joe Biden manœuvre donc pour maintenir la présence américaine sur le plan, entre guillemets, de l'aide militaire à l'Ukraine. Dernière séquence, ça demande donc au Congrès de mettre à disposition 33 milliards de dollars pour continuer à aider l'Ukraine. D'abord, parlons de cette actualité-là. A-t-il des chances de l'obtenir ? Oui, parce que bien que nous avons beaucoup de divisions des deux partis républicains et démocrates aux États-Unis sur cette question, il n'y a pas beaucoup de différence. Les deux partis républicains et démocrates, ils sont d'accord sur le fait qu'il faut cette aide financière pour aider l'Ukraine. La seule chose ici, c'est que les démocrates, ils veulent ajouter des choses domestiques, c'est-à-dire un peu d'aide pour notre lutte contre le COVID-19 et les autres projets aux États-Unis. Mais ça, c'est juste la politique aux États-Unis. Il n'y a pas de question que le Congrès va soutenir ce requête de Joe Biden. Donc, ce pas de plus sera soutenu et donc il risque de se concrétiser. Alors, justement, parlons de pas. Jusqu'où est prêt à aller Washington dans ce conflit? Parce que là, on sent l'aide militaire américaine, on sent la présence, la main de Washington dans ce conflit, c'est-à-dire sur le terrain en termes de matériel, je peux dire. Mais au-delà, du côté de Washington, où est-ce qu'on sent qu'on peut aller davantage dans ce conflit? Je crois que ça, c'est la question qu'on se pose ici à Washington maintenant, parce qu'il y a 2 mois, par exemple, on pensait qu'avec l'aide des États-Unis, les autres pouvoirs du monde, on pouvait arrêter cette guerre menée par Poutine. Mais maintenant, il y a la réalisation que ça va durer, même si les États-Unis et nos alliés, s'ils réussissent leurs efforts, ça va durer. Et ici à Washington, par exemple, on pense au mois septembre, surtout pour l'aide militaire à l'Ukraine, pour vraiment lutter contre la Russie. Alors maintenant, à Washington, on se rend compte que c'est pas une guerre facile ni courte, mais ça va durer longtemps. Alors, on a vu les États-Unis réunir leurs alliés, une quarantaine d'États en Allemagne, pour donc contribuer à cette aide militaire destinée donc à l'Ukraine. Pensez-vous que tout le monde danse sur le même pied, en tout cas au même rythme, au même diapason que les États-Unis sur cette aide à faire parvenir, ou en tout cas cette aide à donner à l'Ukraine? Je crois que l'objectif de cette réunion, c'était une des priorités, c'était bien de formaliser les partenariats pour lutter contre les forces russes en Ukraine, pour aider l'Ukraine, mais c'est aussi pour élargir les partenariats des États-Unis, pour représenter les partenariats avec les États-Unis, surtout les pays en Afrique. Le Maroc a été représenté dans cette réunion. Et c'est pas juste que l'Ukraine. C'est les États-Unis en train de démontrer que pour lutter contre ces défis au monde, soit en Ukraine ou d'ailleurs, que les États-Unis veulent des partenariats. Et ça, c'est aussi une manœuvre pour lutter contre l'influence de la Chine aussi. Alors, il y a beaucoup de priorités dans cette réunion, mais je crois que c'est le premier pas pour avoir des partenariats pour lutter contre la Russie en Ukraine et après les autres partenariats pour faire face aux autres défis.
Donc, comme on dit, c'était une réunion pour faire une pierre, plusieurs coups. Alors, cela dit, on sent que sur le plan politique, en tout cas au niveau du sommet, les contacts semblent rompus entre Washington et Moscou. On a quand même vu que Istanbul a abrité récemment une réunion au niveau des services de renseignement entre les deux capitales. Justement, aujourd'hui, quel type de dialogue peut exister entre les deux capitales? Je crois que cette relation est très difficile parce que, selon moi, c'est un peu confus ce que les États-Unis est en train de dire. Et une fois, ils disent qu'ils essaient de intervenir dans les affaires de la Russie. Ils soutiennent les membres de l'OTAN et aussi l'Ukraine maintenant avec cette aide militaire. Mais aussi, ils accusent la Russie des crimes de guerre et des autres choses comme ça. Et comme nous avons vu le bombardement de la Russie pendant la visite du secrétaire général de l'ONU. Alors, je crois que maintenant, la relation entre les États-Unis et la Russie, c'est très tendu et je crois que cet été, Biden, avec le Congrès, parce qu'il soutient Biden dans cet effort, ils vont changer notre discussion avec la Russie parce que cette guerre maintenant, ça dépasse ce qu'on a pensé allait se passer il y a 2 mois. Donc la situation est en train de perdurer. Alors, ce qui nous pousse à nous interroger aussi, à nous interroger sur les équilibres régionaux, on voit que la Russie a commencé à couper son gaz à certains pays européens. Pensez-vous qu'à terme, si cette guerre continue, les Européens pourront toujours avoir cette position catégorique et ferme vis-à-vis de la Russie? Oui, parce que au début, avant la guerre, on savait que la carte à jouer de la Russie, c'était gaz. C'était ce qu'ils contrôlent. Alors, pendant cette guerre, les pouvoirs européens, surtout en Pologne, en Bulgarie, surtout en Allemagne, ils essaient de diversifier leurs sources d'énergie. Alors, maintenant, parce que c'est presque l'été, ça va pas être si dur si c'était en hiver. Et je crois que les pays européens, avec le soutien des États-Unis, ils vont essayer de couvrir un peu l'impact de ce manœuvre de la Russie sur la gaz. Mais ça, c'est important, surtout pour les pays comme Allemagne et aussi pour Pologne et Bulgarie. Alors, c'est ça où les Alliés et les États-Unis doivent travailler pour que la Russie n'a pas cette carte d'énergie pour utiliser en leur guerre avec l'Ukraine. À ce propos, les États-Unis essaient de mobiliser leurs alliés à travers le monde pour donc prendre le relais de la fourniture de gaz en Europe, notamment on parle du Qatar, du Japon, entre autres pays. Alors, il y a le gaz justement à terme. Pensez-vous réellement qu'aujourd'hui le monde a de quoi remplacer l'offre russe avec toutes les sanctions? Pensez-vous un autre relais est possible à travers le monde en termes de fourniture de gaz, vu les besoins aussi de consommation de gaz en Europe? Ça va être difficile, mais je crois que maintenant, on a un peu de temps, c'est-à-dire que c'est l'été. On a le temps de diversifier les sources, mais aussi de mettre pression sur la Russie parce qu'ils savent que c'est presque leur seule source des fonds. Alors, je crois que l'Europe, en particulier, peut le faire avec l'assistance des États-Unis, mais ça va être très dur. Et en fait, ça dépend de comment si loin Poutine veut mener cet effort, parce qu'il sait que la seule chose qu'il contrôle, c'est le gaz. Mais je crois que c'est possible.
C'est possible. Alors, que dire des denrées alimentaires justement à ce propos? Parce que l'Indonésie vient de décréter la suspension des exportations d'huile de palme. On voit comment cela affole aussi les marchés mondiaux, notamment dans les produits de consommation et sur le plan cosmétique. Sur ce plan-là aussi, du côté de Washington, comment on voit cette nécessité de restaurer l'ordre sur les cours mondiaux? Oui, c'est très important aussi. Et ici à Washington, le mois de mai, par exemple, qui est la semaine prochaine, c'est la semaine des élections primaires. C'est-à-dire que toutes ces questions, surtout en Ukraine, mais aussi nos relations avec la Russie et l'Europe, l'inflation, notre situation économique, tout c'est sur la table. Et alors, les gens, en fait, dans mon État de Caroline du Nord, d'où je viens, ils votent la semaine prochaine. Alors, toutes ces questions, on débat ici parce que on sait que si ça change la vie économique des Américains, ça va changer la politique américaine envers ces questions et ces sujets. Alors, c'est très important et on est en train de se poser ces questions de ces effets, comme vous avez dit, aux États-Unis et aussi dans le monde et dans les vies des citoyens dans les pays alliés américains. Alors justement, en parlant de ces pays alliés, on en a évoqué tout à l'heure, une partie du monde quand même observe cela, on pense notamment au Maghreb. Selon vous, en quoi aujourd'hui, en tout cas vu de Washington, le pourtour méditerranéen, notamment sa rive sud, je fais les références à l'Afrique du Nord, quel rôle cette région est aujourd'hui appelée à jouer dans cette situation conflictuelle entre Moscou et les Occidentaux? Je crois que la région, le Maroc, mais aussi les autres pays dans le Maghreb, ils ont un rôle très important. Mais je crois que, par exemple, la position marocaine qui est neutre dans le conflit, la position marocaine d'insister sur le dialogue diplomatique pour résoudre ce conflit, je crois que si le conflit dure, surtout après l'été, ça va être difficile d'avoir des pays neutres, c'est-à-dire qu'il faut choisir. Il faut choisir les partenariats avec les États-Unis et l'Europe, mais aussi les États-Unis, nous comprenons qu'il y a des liens économiques avec la Russie et les autres pays alliés avec la Russie pour le Maroc et les autres pays du Maghreb. Alors, il faut qu'il fasse un choix, mais je crois que les États-Unis et les pays en Europe, ils vont aider ces pays avec ces choix parce qu'aux États-Unis, on dit que l'économie, c'est tout. C'est-à-dire pour toutes les questions politiques et surtout de la guerre, c'est l'économie. Et je crois qu'avec ces partenariats, avec les États-Unis et l'Europe, le Maroc et les autres pays du Maghreb peuvent se débrouiller avec leur partenariat avec la Russie et surtout les liens économiques. Alors, dans ce cas, peut-on parler aujourd'hui de la nécessité de recomposer la carte diplomatique mondiale? On a vu, en tout cas, une lecture nette lors du premier vote sanctionnant, appelant à condamner ce conflit à l'ONU, il y a de cela quelques semaines. Aujourd'hui, à l'image de ce que l'on voit de l'évolution de ce conflit-là, pensez-vous que le monde va se rediriger vers une nouvelle recomposition de sa carte des relations internationales et diplomatiques? Je crois que oui, mais la seule chose, c'est que les derniers jours, il y avait des menaces nucléaires, par exemple, de la Russie, et ça change vraiment tout. Parce que les menaces nucléaires, comme Joe Biden a dit hier dans son discours, c'est irresponsable de même parler de ça. Alors, je crois qu'avec ces menaces, ça va vraiment changer la carte diplomatique parce que il y a des pays qui sont alliés avec les États-Unis et la Russie et la Chine pour des raisons économiques, politiques, sécuritaires. Mais si ça continue, ça
va vraiment changer le monde. Et ça donne un peu de la guerre froide des années 80. Et j'espère que non, mais je crois que si ça continue, on va avoir vraiment un changement de la carte diplomatique et ça va être aussi ses alliés et le reste du monde, les États-Unis, l'Europe et j'espère les pays en Afrique et le Maghreb. Alors, peut-être une dernière question, Calvin Dark, c'est par rapport à l'OTAN. On voit que l'OTAN est en tout cas, est sur le pied de guerre, même si elle n'est pas impliquée directement dans ce conflit. En tout cas, elle veille au grain pour ce qui est de la souveraineté de ces États. Le conflit commence à se transporter en Moldavie. Tout ça, comment, selon vous, in fine, l'OTAN peut réagir? Est-ce que l'OTAN a aujourd'hui la cohésion nécessaire pour tenir complètement face à Moscou? Oui, c'est un peu ironique que quand Poutine a commencé cette guerre, une de ses priorités, c'était déstabiliser l'OTAN. Et en fait, il a fait le contraire. Même dans ce pays, avant cette guerre, il n'y avait pas vraiment un accord sur l'importance en 2022 de l'OTAN. Mais maintenant, il n'y a pas de question. Et il n'y a pas de question de cohésion, il n'y a pas de question de financement, de soutien des pays. On invite des autres pays à joindre l'OTAN. Alors, je crois que ça va être à la fin, l'OTAN va être plus fort et c'est exactement le contraire de ce que Poutine voulait faire au début de cette guerre. Situation donc à suivre. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous nous parliez depuis Washington, où le jour commence à se lever. Merci à vous, Calvin Dark. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bon week-end. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah. Merci à vous.